Bonjour chers amis, bonjour à tout le monde. Je vous salue tous et toutes à la fois. Donc voilà. Hop, qu'est-ce qu'on fait là? Ah oui, voilà, ça c'était éteint. Donc je vous disais bonjour, salut à tous et à toutes. Merci d'être ici présents dans cette vidéo. Une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler, bien sûr, on suit toujours l'actualité, pas l'actualité, mais l'évolution de Monsieur Charles de Gaulle, ou si vous préférez le général de Gaulle. Moi, je préfère Monsieur Charles de Gaulle, parce que, encore une fois, sur les éléments militaires, je ne suis pas tout à fait d'accord. Voilà. Sur sa carrière fulgurante, entre capitaine, colonel, général de brigade, et puis général, voilà, général de brigade, c'est une étoile, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Chers amis militaires, faites-moi un commentaire. Et 2 étoiles, ben voilà, hein, c'est général. Bon, je sais pas. Enfin bref, bon, cette carrière rapide entre le capitaine, le colonel et le général me gêne un petit peu. Mais il n'y a pas que ça. Il y a surtout la politique après la libération. On va en parler. Tout d'abord, chers amis, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Faites-le. Ça ne coûte rien, ça prend quelques secondes. Partagez cette vidéo, mettez-moi un pouce en haut ou en bas, comme vous voulez. Si vous n'êtes pas d'accord, ben mettez un pouce en bas. Si vous aimez la vidéo, mettez un pouce en l'air. Activez la clochette pour faire grandir cette chaîne, votre chaîne, après tout, hein, c'est notre chaîne, votre chaîne, afin de la faire grandir et de la faire connaître. C'est très important. Alors, nous allons continuer sur, bien sûr, le déroulement politique maintenant, puisque la guerre est finie. L'appel du 18 juin, on en a parlé hier. Bon, voilà, la libération est faite, on va dire. Hein, le gouvernement se met en place. Alors, justement, ce gouvernement se fait à partir d'un sondage dont les habitants du fromage ont bien été préparés pour répondre favorablement à la demande de M. Charles de Gaulle et de son équipe. L'équipe du cabinet, hein, du cabinet ministériel a été mise en place avec bien sûr la publicité de l'époque, à savoir que la Troisième République étant terminée, que c'était qu'ils avaient abandonné le pays des fromages en plein désarroi durant l'invasion allemande, et que de toute façon, il fallait pas, je pense, reconduire une telle politique qui n'était pas à l'avantage du pays des fromages. Donc la population des habitants du pays de fromage, bien sûr, ont cru à ça, hein, ils y ont cru, et donc ont voté. Ils ont donné un référendum favorable aux idées du cabinet de M. Charles de Gaulle et de lui-même d'ailleurs. Alors le cabinet va se mettre en place, hein, le gouvernement provisoire de la République, des habitants du pays du fromage, donc attendez, bien après d'autres pays européens, les femmes, les habitants du pays des fromages obtiennent le droit de vote. Ah oui, c'était le début, voilà, les années 20, enfin, les années 20, c'était la revendication féminine, voilà. Vous le voyez ici, hein, c'est parti des États-Unis, tout ça, hein, voilà, cette libération, comme d'ailleurs la révolution des habitants du pays de fromage par Lafayette, c'est les idées venues de l'oncle Sam, qui, eux, ont pris les idées de l'Angleterre. Bon, on va pas revenir dessus. Donc le vote des femmes adopté, voilà. Alors obtiennent le droit de vote, je l'ai dit, exercé pour la première fois aux décisions nationales de 1945. Oui, c'était après la libération, bien sûr. Hein, pour le... Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai du mal à lire. Pour la professeure, pour le professeur d'histoire à l'université d'Angers, pour le professeur d'histoire de l'université d'Angers, Christine Bard. Voilà, oui d'accord, bon, une féministe, hein, comme vous voyez avec leur coupe, hein, un petit peu là, bon. Dans les mémoires, le droit de vote tient en 3 lignes. Il avait des conditions traditionnelles. Non, pas du tout. Sur le rôle des femmes, absolument pas.
Il n'y a pas de droit, il n'y a pas de droit traditionnel ou de conception traditionnelle. Il y a une conception révolutionnaire venant de chez l'oncle Sam. Toutes les idées venant de l'outre-Atlantique, de l'axe atlantique, comme je dis, ont été adoptées. On ne prend pas, par contre, ce qui réussit chez l'oncle Sam. On ne prend que les idées diffusées à travers les frontières donc de l'oncle Sam, se propageant dans le monde occidental. Hein. C'est pour ça que le monde oriental ne les ont pas adoptés d'ailleurs, ont du mal. Ces révolutions avortées, les révolutions oranges, n'ont pas abouti à ce qu'ils voulaient parce que c'est des peuples qui gardent leurs traditions, voilà. Et nous, on a gobé tout, on a tout gobé. Bon. Allez, d'autres réformes figurant dans ce même programme sont entreprises à la libération de nationalisation, notamment les houillères du Nord et du Pas-de-Calais, les usines Renault et Gnome, et Rhône, la Banque du Pays des Fromages, bien sûr, voilà, hein, les 4 grandes banques de dépôt. Alors justement, en revenant un petit peu, ce que M. Charles de Gaulle il a fait, lorsqu'il est arrivé au cabinet, au pouvoir, donc ici, hein, vous le voyez, voilà, lorsqu'il est arrivé au cabinet, la première chose qu'il a faite, c'est de redonner le pouvoir aux banques, la banque Rothschild et d'autres, hein, la banque Lazare, ces banques que le régime de Vichy avait interdit. Voilà, la franc-maçonnerie. Les francs-maçons ont pu de nouveau avoir la libre opinion, la libre parole de leurs opinions, donc, hein, et de répandre leur cooptation, enfin voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Alors, la mise en place du monopole de l'assurance maladie, voilà, obligatoire, qu'est la sécurité sociale. Oh là là là, oui, c'est lui qui a inventé ça. Enfin bon, en fait, c'est pas lui, hein. C'est pas vraiment Monsieur Charles de Gaulle qui a inventé la sécurité sociale. Il faudrait faire un bref rappel. En fait, ça s'est fait avant lui. C'est un petit peu le clergé qui, à l'époque, quand il siégeait encore dans la Chambre des députés, hein, on va dire, ils avaient émis l'idée d'apporter au monde du travail une assurance pouvant aider les plus démunis, justement, les plus grands blessés, de pouvoir avoir une assurance. Enfin, c'était pas la sécurité, c'était avant la sécurité sociale. Mais j'en reparlerai peut-être un jour. Bon, on n'est pas là pour, on va pas parler de législature, comment dire, de droit juridique. On y viendra peut-être un jour. Alors, conserveront le système d'assurance maladie instauré par Bismarck. Ça, c'est en Allemagne. Il s'agit notamment de revendications de la SFIO, du Parti communiste des habitants du Pays des Fromages et du mouvement républicain populaire MRP. Ouais. Qui étaient les forces politiques les plus représentées dans le Conseil national de la résistance et surtout le Parti communiste. Justement, on va y venir quand je nommerai, on parlera des autres, mais bon, il y a beaucoup à faire ici avec M. Charles de Gaulle. On y va. Parcours politique pendant la 4ème République. Bon, il n'avait pas un parti particulier, hein, il n'avait pas. Bon. Voilà, la fondation du RPF, voilà, on y va rapidement. Le 16 juin 1946, M. de Gaulle expose sa vision de l'organisation politique d'un État démocratique fort à Bayeux, en Normandie, dans un discours resté célèbre, mais il n'est pas suivi. Il inaugure dans sa fameuse traversée du désert jusqu'en 1958, date de son retour au pouvoir. Bon, fondation du RPF, voilà le RPF ici. Affiche électorale de 1947. Regardez. Voilà la croix de Lorraine, son emblème. Faites. Bon, enfin voilà. Alors je ne fais pas la publicité de Monsieur Charles de Gaulle, je vous le cache pas tout de suite, je vous le dis tout de suite, je ne fais pas sa publicité, ni celle du cabinet, celle de Vichy, hein. Je ne suis pas là pour faire la publicité de qui que ce soit, sauf des rois, parce que les rois ont fait la France pendant plus de 1300 ans, alors que la République arrive à son agonie en 2024. On en reparlera quand on sera à Emmanuel Macron, pour l'instant nous n'y sommes pas.
Alors en 1947, ils font des mouvements politiques, bon, Rassemblement du peuple, des habitants des pays de France, du fromage RPF, hein, avant le RPR, avant l'UDR, pardon, l'UDR que reprendra M. Georges Pompidou, on en reparlera. Le RPR, c'est Jacques Chirac, ainsi de suite, et puis le PR, Nicolas Sarkozy. Bon, bref, allez, on y va. Alors, je vais un peu rapidement parce que c'est très 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 long. Voilà, Monsieur Charles de Gaulle qui vote, hein, à Colombey-les-Deux-Églises. Il a toujours gardé cette même résidence, hein, sans avoir, je ne sais pas si elle date depuis sa naissance, mais en tout cas, il a gardé toujours la même maison, quoi. Mise à l'écart du pouvoir aux élections locales de 1953, le RPF perd la moitié de ses suffrages et commence alors à décliner. Les élus gaullistes participent encore avec le PCF, qui était le parti le plus puissant de l'époque. Je le rappelle, vous voyez, il n'a jamais hésité, M. Charles de Gaulle, à faire appel à la SFIO, ex-parti socialiste, et puis au PCF, Parti communiste des habitants du pays des fromages, à l'échec de la communauté européenne de défense. Voilà, comité CED. Alors là, il y aurait beaucoup à dire sur le marché commun, mais on ne va pas revenir. Peut-être que j'en parlerai un jour. Je vais noter ça. Je fais des petites mises en page dans les favoris. Alors, le retour au pouvoir. Bon, est-ce que nous allons revenir? Non, on va s'arrêter là. On va s'arrêter mise à l'écart. Bon, il y a un trou, il y a beaucoup de trous sur cette première partie du pouvoir provisoire de M. Charles de Gaulle. Bon, on va en rester là pour l'instant. On va revenir, on va passer. Ah non, je vais peut-être noter. Non, je vais noter deux choses. D'abord, voilà, 1958, il faut que je me rappelle. Je vais faire une. Pardonnez-moi, chers amis, pour le bruit, c'est que le micro est un peu. Peut-être. J'ai du mal à le régler, je sais. Par là. Voilà. Alors, c'est quoi ça? Bon, ça, on va le déchirer parce que j'en ai assez. Pardonnez-moi, chers amis, de ces moments de silence. Je reviens vers vous rapidement. Alors, je vais noter le titre pour la prochaine fois. Retour du pouvoir au pouvoir. « 1958. Nous allons parler maintenant des hommes qui ont précédé cette période, donc de 1946-47 à 1900, alors voilà, à 1958, avant le retour de M. Charles de Gaulle. Nous allons parler de Philippe Gouin, justement. Voilà, nous allons parler de l'homme rapidement. Je ne vais pas aller trop vite, trop long. Je ne vais pas être trop long parce que les vidéos dureraient. Voilà. Alors, qui était monsieur Philippe Gouin? Comme je vous l'ai dit, c'est un socialiste, SFIO. Voilà. Vous avez vous voyez, le Parti socialiste, section des habitants du fromage de l'internationale ouvrière, SFIO, rattaché un petit peu à Moscou, Union soviétique quand même, hein, parce que ils étaient copains avec le Parti communiste des habitants du pays du fromage, le PCF. Alors, justement, le président du Parti communiste à l'époque, c'était. D'ailleurs, il est parti en Union soviétique pour fuir, bien sûr, l'occupation, pour fuir aussi le général M. Charles de Gaulle, bien sûr, mais d'ailleurs, c'est M. Charles de Gaulle qui le fera revenir en plus. Ah non, non, il a fui le régime de Vichy, pardon. Son nom m'échappe. Il faudrait que je le retrouve. Ah, Philippe Torres, ou Jean Torres, je sais plus. Torres, c'est son nom, c'est sûr, c'est certain.
Alors, qui était donc l'homme Félix Gouin. Félix Gouin, troisième, c'est toujours Troisième République? Ah bon? Mais alors, président Vincent Auriol. Ah bon? C'est pas la Troisième République, ça. Ah non, Vincent Auriol n'a jamais été président sous la Troisième République, ou alors ils se sont substitués, mais c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, hein. Tout comme M. Charles de Gaulle, tous ces hommes-là, dont Félix Gouin, pardon, se sont substitués au gouvernement légitime présidé par M. Albert Lebrun. Curieusement, ils n'en parlent pas. Bon, regardez bien. On va lire son curriculum vitae, si vous me permettez, les fonctions. Donc, ministre d'État, oui, je disais, commissaire général, oh, puis président du Conseil de Paris, non, c'est ça. Non, du plan, pardon. Je le dis de plus en plus mal. Alors, est-ce que mon micro est trop loin de l'ordinateur? C'est peut-être ça, mais si je l'éloigne, on va plus m'entendre. Si, peut-être. Voilà, si vous m'entendez. Je sais pas, dites-moi, chers amis, si vous m'entendez. Enfin, alors, le président, c'était Vincent Auriol. Bah ouais, enfin bon, c'est curieux quand même. Il aurait été élu alors président de la République des habitants du Pays de Fromage en 1947. Ah oui, au 16 janvier 1954. D'accord. Bon, d'accord. Donc en toute illégalité, encore une fois, je le rappelle, hein, puisque Albert Lebrun étant toujours vivant jusqu'en 1950, c'est lui qui aurait dû être appelé. Mais comme vous le savez, un référendum l'a écarté. La majorité des habitants du Pays de Fromage on dit non, ou plutôt on dit oui à M. Charles de Gaulle. Bon bref, alors, président Vincent Auriol, président du Conseil Léon Blum, Paul Ramadier, et gouvernement Léon Blum, troisième législature, voilà, Ramadier, là aussi, première, deuxième. Vice-président du Conseil, 24 juin, 16 décembre 1946. Alors, enfin, il a été ministre d'État, commissaire, je l'ai dit, hein, du 16 décembre 1946 au 22 octobre 1947, 10 mois et 6 jours. Alors, vice-président du Conseil, vice-président du Conseil, voilà, c'est mieux. 24 juin, 16 décembre 1946, 5 mois et 22 jours, président du gouvernement Georges Bidault. Voilà, que nous reverrons bientôt. Et gouvernement Bidault. Voilà, monsieur Bidault. Président du gouvernement provisoire de la République des habitants du Pays des Fromages, chef de l'État de fait, oui, c'est bien précisé, remarquez, merci Wikipédia quand même de le dire, hein. Donc de facto, ça veut dire illégitime sur le plan juridique, hein. Chef de l'État de facto et chef du gouvernement. 26 janvier, 24 juin 1946, 4 mois et 29 jours, gouvernement, troisième gouvernement provisoire. Prédécesseur Charles de Gaulle, bon ça on l'a vu. Successeur Georges Bidault. Voilà. Alors, président de l'Assemblée constituante, 8 novembre 1945, 22 janvier 1946, 2 mois et 14 jours, prédécesseur lui-même. Donc, bon, président lui-même, président de l'Assemblée consultative provisoire et successeur Vincent Auriol. D'accord. Président de l'Assemblée consultative provisoire, 10 novembre. Au fait, pourquoi j'ai pas parlé de Vincent Auriol, moi? J'aurais dû normalement. Bon, je vous ferai une vidéo plus tard sur lui, sur Vincent Auriol. Alors, président de l'Assemblée consultative provisoire, 10 novembre 1943, 3 août 1945, 1 an, 8 mois et 24 jours. Prédécesseur Édouard Herriot, de la Troisième République. Alors voilà, un retour de l'homme d'Albert Lebrun, hein, de monsieur Albert Lebrun, toujours en vie, président de la République
des habitants du pays du fromage jusqu'en 1939 avant qu'il quitte Paris sans démissionner et qu'il se réfugie en Afrique du Nord et le gouvernement à Bordeaux, comme vous le savez. Président de la Chambre des députés. Donc il était sous l'ancien gouvernement dont le cabinet du chef du gouvernement, je ne sais plus qui c'était, mais enfin, c'était peut-être lui d'ailleurs. Prédécesseur, bon, lui-même, d'accord. Successeur, lui-même. Président de l'Assemblée constituante. Alors, député français, bon, voilà. Est-ce que c'est long? Non, ça va très vite. Alors, bon, on l'a vu ça. Bon, député français. Je vais peut-être baisser le micro, ça sera mieux. Alors, député français, 6 novembre 1945, 5 décembre 1958, 13 ans et 29 jours, élection 21 octobre 1945, réélection 2 juin 1946, 10 novembre 1946, 17 juin 1951, 2 janvier 1956, circonscription deuxième des Bouches-du-Rhône, dans la préfecture et Marseille, législature première constituante, deuxième constituante, deuxième, troisième, première, deuxième et troisième, quatrième République, oui, il n'y a pas troisième, qu'est-ce qu'il raconte alors? Bon, enfin bref. Groupe politique SOC, c'est quoi le SOC? Le groupe socialiste, abrégé, le SOC, oui, il y a eu plusieurs socialistes, SFIO, le SOC, bon, enfin bref. Alors, groupe politique, je l'ai dit, 1er juin 1924, 31 mai 1942, 17 ans, 11 mois et 30 jours, élection 25 mai 1924, réélection 29 avril 1928, 8 mai 1932, 3 mai 1936, circonscription Bouches-du-Rhône toujours, législature 13e, 14e, 15e et 16e, 3e République, donc groupe SOC. Il était fidèle à lui-même, remarquez. Mais enfin, il était socialiste, voyez-vous. Alors, nom de naissance, Philippe Gouin, je l'ai dit, date de naissance, 4 octobre 1884, lieu de naissance à Pépin, au pays des fromages, c'est au Pépin, là, Pépin, une commune située à 26 km au nord de Marseille. Ah, je connais pas, pourtant je suis de la région, moi. Enfin là, je connais pas. Date de décès, 25 octobre 1977 à 93 ans. Lieu de décès, Nice au pays des fromages. Donc, nationalité, bon. Parti politique SFIO. Religion catholique. Résidence Bouches-du-Rhône. Chef du gouvernement des habitants du pays des fromages. Alors, je vais aller très vite sur cet homme, mais j'avais 2 mots à dire parce que c'est très important. Oui, il était ministre d'État, commissaire au plan du gouvernement Léon Blum, du 16 décembre 1946 au 22 janvier 1947, ministre d'État, président du conseil du plan du gouvernement Paul Ramadier. Voilà. Donc du 22 janvier 1947 au 22 octobre 1947, ministre délégué pour les PTT de l'époque, hein, aujourd'hui c'est la Poste, hein, du gouvernement Paul Ramadier, du 6 février 1947 et au 9 mai 1947. Alors quand il a fait la réforme d'EDF, je crois qu'il était, il était ministre donc du plan, ministre au plan, voilà, ou alors ministre d'État, président du Conseil du plan. Je crois il avait l'un de ces 2 postes. Voilà. Pardonnez-moi de ne pas être très précis, mais et pour la réforme EDF, si aujourd'hui vous avez ce désordre dans EDF, ces privilèges de certains cadres EDF, c'est grâce à M. Gouin. Eh oui, ministre d'Istre, enfin bon, on ne va pas parler des privilèges d'EDF, on n'est pas là pour parler d'EDF, on est là pour parler de M. Gouin. Grande croix pour les décorations, voilà un petit peu biographie. Alors, précédé par M. Charles de Gaulle, on l'a dit, Charles de Gaulle. Bon, voilà, d'accord. Je reviens en arrière parce que je crois qu'il y a quelque chose qui manque.
c'est en fait l'élection de... Comment il s'appelle? Voilà, l'élection de Vincent Auriol. Mais alors là, je comprends pas pourquoi ils mettent ça, Wikipédia, avant. Pourtant, Vincent Auriol était élu en 1947. Alors justement, chers amis, je fais une rectification, parce que j'ai fait une erreur. Je vous avais dit que la France, le pays du fromage n'est plus un État, une nation, mais une société, une entreprise. Vous pouvez vérifier sur société.com. Vous tapez République française gouvernance et vous allez trouver le numéro de SIRET, pas de sirène. Hein. Ils ne sont pas enregistrés à la Chambre de commerce, ici, à Paris, mais ils sont enregistrés à Washington, D.C., district, voilà. Ils sont enregistrés à Washington. Le pays du fromage, je parle. Hein. Nous ne sommes plus un pays, nous ne sommes plus une nation, nous sommes une entreprise. Et c'est M. Vincent Auriol, alors non pas en 1946, comme je l'ai dit, mais c'était le 16 janvier, ou 17 janvier, excusez-moi, 1947, dès son élection. Mais nous y reviendrons quand on parlera de cet homme. Voilà, on a fini avec M. Félix Gouin, pardon. Alors, il y a eu une vacance, voyez-vous, dans ces hommes qui ont fait l'histoire après la Libération, après M. Charles de Gaulle. Il y a eu une vacance de pouvoir sans personne pour assurer les fonctions minima du gouvernement de l'État, à moins que M. de Gaulle a pu être appelé, je ne sais pas, ou alors quelqu'un d'autre, sans chef d'État, vous voyez, sans gouvernement. Écoutez bien, du 12 juin 1946 au 23 juin 1946. Oui, bon, c'est quand même, il n'y a pas eu trop long, mais quand même, et aucun parti, bien sûr. Alors, commentaire, fusion des fonctions de chef du gouvernement et de chef de l'État, c'est ce qu'on appelle la confusion des pouvoirs, mais là, il n'y a pas forcément encore le judiciaire, encore que peut-être que si, puisque les ordonnances, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il... C'est en 1958, pardon, c'est en 1958 que M. Charles de Gaulle a fait les ordonnances concernant les différents postes des juges, des magistrats, qu'il a mis en place l'ordre des avocats, des notaires, qu'il a fait ses réformes, hein, et puis... Enfin bref, on en reparlera quand on sera sur le retour de M. Charles de Gaulle. Pour l'instant, on va continuer. Alors, vous voyez, fusion, moi je dirais confusion des fonctions de chef de gouvernement et de chef de l'État. Oui, le chef de l'État, ce serait, il n'y a plus de roi, ce serait le président, ce serait un président de la République. Et chef du gouvernement, c'est avant tout le Premier ministre, donc le chef de cabinet, puisqu'on appelait ça jusqu'à la Ve République, chef du cabinet. Autrement dit, il y a eu confusion entre le pouvoir exécutif, donc le président, et législatif, les ministres, le gouvernement. Vous voyez, juridiquement parlant, vous pouvez devant un juge vous défendre et le mettre à défaut. Voyez-vous, parce que tout ce qui a été fait depuis 1874, de mémoire, je crois, hein, si je me rappelle bien, date de la démission, enfin, on va dire, du départ du dernier roi de France, du pays des fromages, pardon. À partir de cette date-là, il faut se rappeler qu'il n'y a plus de loi légitime en France promulguée et signée par aucun chef d'État ni de gouvernement. D'ailleurs, c'est même pas au chef de gouvernement à signer les lois et à les promulguer, c'est au chef de l'État et plus précisément au roi. Seul le roi peut promulguer. Le président de la République, que ce soit la Première République, deuxième ou troisième ou quatrième ou cinquième, ne peuvent pas signer de loi. Ils ne peuvent pas, puisque la Constitution de 1789, elle n'a pas été établie pour donner au chef de l'État la possibilité de signer, de promulguer, de signer les lois. Vous comprenez ? Seul Napoléon avait compris ça. Napoléon Bonaparte, qui lui était un révolutionnaire pourtant, eh bien, il l'avait compris. C'est le seul depuis la chute de la monarchie de Louis XVI, donc jusqu'à aujourd'hui,
c'est le seul qui a compris et qui a expressément explicité et mis en place l'appel au roi de Louis XVIII pour pouvoir promulguer et faire promulguer ses lois d'abord, hein, d'abord ses lois à lui, hein, de Napoléon bien sûr. C'était un accord entre eux, si vous voulez. Et c'est comme ça que Napoléon Bonaparte, Napoléon Ier, a pu faire appliquer ses lois. Il savait que lui n'était pas roi, ne pouvait pas promulguer ni signer des lois. Il a appelé pour ça le roi. C'est pour ça qu'il l'a appelé. Alors bien sûr, il a été entre-temps, il aurait pu dire, bon d'accord, je signe ma démission, c'était à Fontainebleau, il aurait pu dire, je vais faire appel à un de mes proches, il va me remplacer. Non, 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 il a fait appel au roi Louis XVIII parce qu'il savait, dans son fort intérieur, c'était un homme très instruit, Napoléon Bonaparte, hein, le Napoléon Ier, et c'est lui qui a fait appeler le roi pour pouvoir faire signer, promulguer d'abord, bien sûr, promulguer, ça veut dire se mettre en accord avec le chef du gouvernement, enfin les assemblées constituantes et autres, hein. Et ensuite, une fois que tout le monde est d'accord, il signe et les lois paraissent au journal officiel et puis à toutes les préfectures que M. Napoléon Bonaparte avait créé, si vous voulez. Et pour cela, il a fait promulguer et signer les lois, par le roi Louis XVIII. Et puis par les autres rois qui, par la suite, bon, après Napoléon, ont poursuivi ce même raisonnement. Il faudrait s'intéresser plus précisément à l'homme Bonaparte-Napoléon Ier, parce que c'est intéressant de comprendre sa pensée, son intelligence, la portée de ses connaissances politiques. C'est vraiment intéressant. Mais bon, il faudrait pour cela voir Jean Tullard qui a fait une histoire complète sur Napoléon Bonaparte, je crois en 2-3 tomes, je ne sais pas, entre volumes, hein, je crois, 2 ou 3 volumes. Voilà, chers amis, concernant donc l'homme Félix Gouin, pardon, j'en ai dit 2 mots, bon, c'était assez court. Alors, il y aura demain, on va parler demain de M. Georges Bidault. Ben, c'est des chefs de cabinet, hein, c'est pas des présidents de la République, c'est des chefs de cabinet dont le président était déjà M. Vincent Auriol, semble-t-il. Après, c'était son successeur qui était son successeur. Ah oui, c'est René Coty, oui. Donc il n'y a eu que deux présidents de la République, de cette 4e République. Après, c'est M. Charles de Gaulle qui prendra le pouvoir. Voilà, chers amis, j'espère pour vous que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, ben voilà, partagez cette vidéo. On se dit à très bientôt. Alors comme d'habitude, j'insiste un petit peu, soyez heureux en famille, soyez heureux entre amis, sur votre lieu de travail, on se dit à très bientôt. Voilà, à bientôt, au revoir.